Très heureux aujourd'hui d'accueillir François Péréa de Montpellier 3 qui vient donc nous parler des interactions et des usages relationnels dans les dialogues homme-machine à partir de Barbie. Voilà, donc je lui laisse la parole et on reprendra la discussion à la fin de son intervention. Merci beaucoup et tout d'abord, pour commencer, je tiens à vous remercier pour cette invitation et la prise de risque en acceptant un tel sujet qui aurait pu en inquiéter. Je tiens à préciser que, et ce que j'ai entendu ce matin me conforte dans mon choix, c'est un travail qui est à son début et je suis venu en venant surtout avec des questions et des réactions simples que j'ai vis-à-vis d'un corpus. Donc ne vous attendez pas à avoir quelque chose d'extrêmement construit et fini d'un point de vue théorique, mais voilà, c'est encore une phase exploratoire et je trouve intéressant d'avoir votre avis à cette étape du travail. L'idée, parce que je vais essayer de faire les choses dans le temps, l'idée c'est que nous sommes habitués à entendre parler des machines. Ce matin dans la gare, le GPS m'en a donné une démonstration supplémentaire. Nous sommes habitués à parler à des machines pour écrire le texte de cette intervention. Moi j'utilise beaucoup les logiciels de dictée vocale et les progrès de la synthèse et de la reconnaissance de la parole, ainsi que de ce que l'on appelle l'intelligence artificielle, ont fait des progrès tels qu'aujourd'hui les interfaces sont largement développées et les numéros 141 et 142 de l'information grammaticale en font un point, un état de l'art assez intéressant. Les développements ont été tels qu'aujourd'hui on envisage de converser avec des machines, d'avoir des relations interpersonnelles autour de conversations comme on pourrait en avoir avec un agent humain, comme on dit dans les terminologies consacrées, et que l'on commence à développer des interfaces de dialogue naturel. Alors naturel veut dire ici, pas dans mon discours, mais dans le discours technique, des interfaces où l'utilisateur humain n'a pas besoin de passer par des langages de programmation, mais va s'exprimer avec l'artefact exactement, en théorie, de la même manière qu'il le ferait avec un autre être humain. Alors, l'exemple le plus courant désormais, c'est celui des assistants vocaux personnels, et on le trouve, alors je vais peut-être vous le dire parce que la qualité n'est pas suffisante, on le trouve chez Siri, et le site Apple nous annonce qu'on peut demander à Siri, de vous rendre service en parlant normalement. Siri comprend non seulement ce que vous dites, mais aussi ce que vous voulez dire. Et un peu plus loin, adressez-vous à Siri comme à une personne. Dites par exemple, dis à ma femme que je suis en retard, ou rappelle-moi d'appeler le vétérinaire. Siri comprend ce que vous dites, mais aussi ce que vous voulez dire, il insiste. Alors quand vous lui demandez, y a-t-il un bon bar à tapas dans le coin, il vous répondra, j'ai trouvé un certain nombre de restaurants à tapas à proximité, et vous pourrez alors répliquer, et pourquoi pas une pizza. Donc vous parlez comme une personne, comme à une personne avec votre téléphone, et particulièrement le programme qui est dedans. Et ça pose question aux linguistes, en tout cas aux linguistes que je suis, je pose plein de questions tout seul, mais en tout cas je les partage avec vous aujourd'hui, parce que j'ai l'impression que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'un être humain parle à autre chose qu'un autre être humain, ou une autre personne qu'un autre être humain, et que cette autre personne lui réponde et converse de manière naturelle avec elle, au-delà d'un sophisme anthropomorphique, dit Dusati, qui effectivement nous invite à parler à des objets quand la voiture ne démarre pas. On la supplie, mais là, on a des interfaces avec qui on parle, qui nous répondent et qui sont capables, par exemple, lorsque je dis à mon smartphone d'envoyer un SMS à ma femme, il sait quel est le prénom qu'il faut aller chercher, donc d'identifier des référents et d'avoir des compétences assez poussées qui permettent même d'envisager petit à petit des conditions des tests positifs aux tests de Turing, posés en 1950, c'est-à-dire de faire des interfaces où il y aurait, de la part de l'agent humain, une impossibilité de savoir si l'on est en train de communiquer avec un autre être humain ou avec une machine. Et le Loebner Prize, depuis 1991, consacre chaque année les interfaces qui satisfont le mieux à ce
cet exercice. Donc déjà en tant que linguiste, la chose m'intéresse, et elle m'intéresse parce qu'il n'y a pas juste dans ces interfaces et dans la manière que l'on a de nous les présenter l'ambition de faire un traitement de la langue, de pouvoir faire de la synthèse de la parole, mais aussi de s'inscrire dans la psychologie du dialogue homme-machine, pour reprendre le terme de Vivier, c'est-à-dire de créer aussi une relation interpersonnelle qui se passe par le langage avec ces artefacts. Et pour faire le pendant à la concurrence, je cite Cortana maintenant. Découvrez Cortana, votre assistante très personnelle. Voyez à quoi ressemble la vie avec Cortana à vos côtés. Alors, votre assistante très personnelle, on l'entendrait dans notre contexte, mais là, tout cela reste évidemment honorable. Vous avez besoin de sourire ou de passer du temps. Cortana a également la solution. Demandez-lui de vous chanter une chanson, de vous raconter une blague ou de faire une imitation. Elle peut répondre à des centaines de questions, etc. etc. Vous vous demandez pourquoi on continue encore à fréquenter d'autres êtres humains. Généralement, ces interfaces, elles sont très utiles et très employées, déployées dans le champ professionnel, mais si j'ai choisi Hello Barbie, ce n'est pas par goût personnel et par amour pour le produit de Mattel, mais c'est parce que c'est une interface qui se présente uniquement comme étant destinée à une conversation et à faire la relation avec principalement des petits-enfants, et qu'il n'y a pas derrière d'ajustement professionnel qui soit prévu. Donc de ce point de vue-là, ça me semblait intéressant de le voir. Donc Barbie, vous la connaissez. Alors j'ai fait un effet, vous avez vu rideau, il n'y en aura pas beaucoup, mais parce que là vraiment, voilà, non mais tout un travail, toute l'équipe d'ingénieurs qui a travaillé sur ce PowerPoint. Hello Barbie, pas Barbie, Hello Barbie est présenté comme le Siri de Barbie, et donc est une interface qui n'est destinée qu'à faire la conversation. Je ne résiste pas à l'envie de vous montrer quelques secondes de présentation de la poupée dans un salon, le jour de son lancement. La personne que vous avez ici, malgré la confusion qui va apparaître dans les images suivantes, n'est pas Barbie, c'est la présentatrice, elle porte le même blouson. Oh, elle porte le même blouson, voilà un effet foutu en l'air. Le même blouson, le même collier, le même t-shirt et peut-être la même teinture de cheveux, mais vous allez voir que, si je mets le son, c'est mieux, parce qu'il y a un effet sonore assez discret. Attention. Non, mais mon ordinateur, c'est très bref. Hein. D'accord, donc il a décidé de passer tout seul les diapositives sans aller jusqu'au bout, mais c'est pas grave, on fera avec. Bon, je le mettrai après. On va voir. Donc, Barbie est née en 1957, elle parle depuis longtemps, enfin elle a mis du temps à apprendre, 1996, mais c'est en décembre 2015, il y a peu de temps, qu'est paru ce bijou de la technologie Hello Barbie, donc, qui se connecte à un dispositif Wi-Fi, et qui est donc un agent conversationnel qui va parler avec les petites filles. Et les petits garçons, et d'ailleurs dans le corpus avec des grands également. Je passerai sur les problèmes juridiques qui ont accompagné le lancement de Hello Barbie, puisque on s'est très tôt rendu compte que l'entreprise Toy Talk, qui s'occupe de l'algorithme et du logiciel qu'il y a derrière, enregistre pendant 3 ans toutes les conversations que les gens ont avec Barbie, ce qui a quand même soulevé quelques émois de l'autre côté de l'Atlantique, et va probablement retarder le lancement de la merveille en France. Et je me concentrerai donc sur la relation qu'il y a entre un agent humain et cette poupée. Faute d'avoir pu disposer, aux grandes dames de nombreuses personnes autour de moi, de la véritable poupée Barbie, enfin véritable, de Hello Barbie, j'ai dû me rabattre sur des corpus de seconde main. Donc, d'une part, le site internet qui présente le produit, et d'autre part un ensemble de vidéos qui ont été mises en ligne par quelques heureux élus qui ont pu acquérir, s'amuser et tester Barbie. Il y a 2 extraits aujourd'hui que je vais vous présenter. Donc ce sont bien évidemment des corpus qui comportent des biais importants, outre le fait que ce soit des corpus de seconde main. Le premier, on a évidemment affaire à un discours de promotion de la part
de l'entreprise Mattel, et on peut imaginer que ce ne sera pas forcément très objectif. Et de l'autre côté, les utilisateurs filment, donc ils ont mis des séquences qu'ils ont bien voulu mettre. On ne sait pas si elles sont véritablement représentatives de leur usage quotidien, mais surtout, on a affaire à de grands fans. Hein. Les gens qui mettent les vidéos nous le présentent comme étant une sorte d'idole absolue et parfaite. Donc, je vais essayer de ne pas trop perdre de temps. Mon intervention va en gros renvoyer à deux types de questionnements que j'ai. Le premier, c'est autour de la considération, le travail de personnification de l'artefact, parce que c'est bien beau de parler à un objet, mais encore faut-il savoir comment on se comporte avec lui. Moi, c'est assez facile quand je parle à mes enfants, quand je parle à un collègue ou quand je parle à ma maman, que j'ai promis de citer. Je sais à peu près comment je dois me comporter, mais si on me demande demain de parler à ma fourchette, ça me sera un peu plus difficile. Heureusement, Mattel a tout prévu, et puis les êtres humains s'en sortent aussi pas trop mal. Et deuxièmement, je mettrai l'accent sur un essai de modélisation. Alors vous allez voir que le terme annonce quelque chose qu'on imagine très abouti, mais ce n'est pas encore tout à fait le cas. Hein. C'est un travail en cours, et donc le terme de modélisation n'est dû qu'à aspect narcissique peut-être de ma personnalité, mais ce qui m'intéresse en tout cas, c'est de voir comment l'artefact et l'être humain s'ajustent. Pour moi, ce n'est pas une perspective de l'ordre de la linguistique informatique, parce que je suis incapable de le comprendre, mais c'est de voir comment l'un et l'autre arrivent à se positionner. C'est pour ça que j'ai besoin de la partie précédente, et en guise d'ouverture, je vous ferai part vraiment, en quelques secondes, de mes délires pour aller plus loin. Alors, je commence par le premier point sur, je vais peut-être remettre ça, la personnification et l'anthropomorphisme de l'artefact. L'idée, c'est qu'on nous présente souvent ces dispositifs comme des dispositifs ultra perfectionnés parce que la machine serait capable d'imiter l'humain. Le problème, ou en tout cas une des données du questionnement, c'est qu'on oublie souvent de préciser que l'homme se met aussi, pour le dire de manière caricaturale, à parler un peu comme une machine pour pouvoir être comprise par elle. Donc c'est vraiment cet aspect relationnel qui m'intéresse. Morel a montré très tôt dans des interactions sur des réservations téléphoniques de billets via des automates que, par exemple, les personnes qui appelaient ne reformulaient pas, comme on le fait spontanément dans le cadre d'une interaction entre êtres humains, mais répétaient mécaniquement voilà, un certain nombre de termes. Donc, pour savoir comment je vais me comporter avec Hello Barbie le jour où je pourrai en faire l'acquisition, eh bien, je m'interroge sur la manière dont on me la présente. La première, c'est une approche un petit peu sémantique autour du prénom Barbie. Vous le savez probablement, Barbie, c'est un hypocoristique, une contraction de Barbara, qui lui-même est un nom commun à l'origine, qui lui-même vient d'une onomatopée, barbare, qui désigne celui qui parle en faisant du bruit, mais qui n'est pas capable de parler. C'est quand même un paradoxe aujourd'hui d'avoir une poupée dont la caractéristique est de parler, qui porte ce nom de Barbara. Je tenais à le souligner, donc on a un nom commun qui est devenu un nom propre anthroponyme, mais évidemment, il y a une suspension du sens primitif, dirait Paul Ciblot dans ses bonnes heures, qui devient une nécessité fonctionnelle pour devenir un anthroponyme. Cet anthroponyme, il est utilisé comme nom de marque, ergonyme, ou nom de marque de produit chez Bénédicte Laurent, qui a consacré une thèse au sujet des noms de marque et de produits. Et ça a une incidence. L'incidence, c'est que l'anthroponyme a priori comme très caractéristique de renvoyer à un trait humain, et le nom de marque a un inanimé, et dans les marques qui utilisent des prénoms, c'est assez courant, la Mégane de Renault, le Loulou de Cacharel, voilà, voilà, il y a généralement, tout du moins, un potentiel sémantique qui peut être réactivé et qui pourrait amener à donner des traits humains à ce qui est au départ un inanimé. Alors, vous me dites si je vais trop vite, parce que j'ai tendance à parler déjà de manière un petit peu rapide. Donc Barbie, elle a un nom, c'est pas le cas de toutes les poupées. La marque Corolle, par exemple, fait des poupées qui n'ont pas de nom, et ça pose des problèmes assez profonds à de nombreuses personnes, puisque vous trouvez tout un ensemble de forums. Alors, je vous ai mis juste un exemple de personnes. Ma fille Rose a 4 poupées Corolle, 3 filles et un garçon. Elle voudrait que leur donne un prénom. Bon,
reconstitué. Des idées, merci les filles, bise, la petite princesse rose et sa maman. On connaît tout le style de certains forums parentaux qui sont parfois très intéressants d'un point de vue aussi psychologique, mais je ne m'attendrai pas là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est de montrer qu'il y a déjà dans le jouet poupée, on a parlé ce matin des jeux sérieux, là on est dans les jouets, c'est pas tout à fait la même chose, mais ce sont des jouets qui sont des jouets relationnels avec lesquels les petites filles ou les petits garçons vont venir, tout passe, hein, vraiment, vont venir créer une relation, et l'utilisation de ce prénom, notamment, participe à une personnification de l'objet, qui, rappelons-le, est un objet de plastique et quelques fils de fer dedans en ce qui concerne Hello Barbie. C'est accentué chez Barbie parce que, vous l'ignorez peut-être, mais aujourd'hui, vous allez le savoir et votre vie en sera transformée. Barbie a une véritable vie sociale, familiale, amicale et amoureuse intense. Barbie, de son vrai nom Barbara Millicent Roberts, c'est le vrai nom de la poupée, dite Barbie, est la fille de George Roberts et de Margaret Roberts. Elle a des frères, Skipper, les jumeaux Todd et Tutti, une sœur qui s'appelle Stacy, Todd 2 et Kelly, félicitera les parents pour les choix des prénoms, qui eux, évidemment, ont leur réseau d'amis. Elle-même a tout un ensemble d'amis qui déclinent autant de couleurs de peau et de cheveux qu'il est possible et imaginable pour correspondre à toutes les niches commerciales aussi possibles et imaginables. Elle a des cousins, Jay-Z et Francie, dont on ne connaît pas les parents, mais des recherches sont en cours. Et elle a, bien évidemment, un amoureux principal qui est Ken. Vous voyez que la première version de Ken a plutôt une coupe de cheveux de type Perea au début, hein. Perea il y a quelques années, qu'elle a honteusement lâché en 2004 pour Blaine, qui est dans la seconde image, et devant les lettres de protestation des amoureux de Barbie, elle a finalement lâché Blaine pour revenir avec Ken, et pour un joyeux conjugal, fait son mari un nombre incalculable de fois, mais peu importe. C'est dire que Barbie, c'est plus qu'un univers, c'est une véritable personne, avec sa famille, ses amis, un ensemble de traits caractéristiques. C'est une femme dynamique, dont on a pu parler beaucoup des critères physiques qui étaient les siens, mais aussi des occupations, de ce qu'elle pouvait représenter, et la littérature est suffisamment abondante, depuis la littérature consacrée aux jouets à la littérature plutôt ancrée dans des perspectives féministes, pour que je ne puisse pas me permettre de faire un résumé aujourd'hui. Cet univers Barbie, avec sa vie sociale, etc., sert de support identificatoire, de miroir, en tout cas aux petites filles qui, à l'instar de Barbie qui peut tout, être superstar, etc., peuvent elles aussi être tout ce qu'elles veulent. Surtout Barbie, oui, je suis pas sûr que l'illustration soit les vraies Barbie, mais il y a quelques images cachées dans ce PowerPoint. Tu peux être tout ce que tu veux, surtout Barbie, agent secret, une princesse, un pompier. Alors, vous remarquerez que Barbie, ces derniers temps, fait des efforts pour plaire aux amateurs de gender studies, mais conserve quand même le code couleur qui va avec les pompiers. Le pompier reste bleu, hein. Fille, mais pas trop. Pour poursuivre ce travail d'identification, Barbie se décline aujourd'hui, en 2015, la classique, pas Hello Barbie, en 8 couleurs de peau différentes, 14 formes de visage, 18 couleurs d'yeux, 22 coiffures et 23 couleurs de cheveux, montrant ainsi l'importance de la coiffure dans l'univers de Barbie. Elle se décline également depuis quelque temps en forme, taille, poids et, que dire encore, différentes morphologies possibles et imaginables, mais, en ce qui concerne Hello Barbie, il n'y a que 3 versions classiques, 3 versions qui sont autorisées. C'est Barbie, c'est pas Barbie et ses copines, toutes les 3 sont Barbie. La version arienne, la version afro-américaine pour la niche commerciale, et la dernière qui plaira autant au monde musulman qu'aux latinos, enfin je sais pas. En tout cas, j'estimais que 3 suffisaient pour le faire. Il n'y a pas de version asiatique dans le stéréotype de Barbie. Donc, le programme de sens initial déployé par l'entreprise Mattel autour de cette mise, je vous l'ai dit un peu rapidement, hein, mais autour de cette mise en vie du personnage fait que elle est plus que personnifiée. Il y a une forme d'humanisation de la poupée dont on voit qu'elle a des parents, des relations. Je vous ai évité les passages scabreux sur la vie intime et
sexuelle, disons-le, de Barbie qui se déploie sur les réseaux sociaux. Et de ce point de vue-là, la poupée qui désormais est dotée d'un embryon, on va dire, d'intelligence artificielle, en tout cas nous est présentée comme étant suffisamment intelligente pour parler avec des êtres humains, se rapproche, c'est un premier rapprochement que l'on peut faire, d'une classe de ces robots dotés d'intelligence artificielle qui sont variés, depuis les robots industriels jusqu'aux robots qui sont les plus ressemblants à des humanoïdes. Le personnage avec une chemise longue ou une robe courte rose n'est pas un être humain, il s'agit de HRP4C, qui parle également d'ailleurs, très bien semble-t-il, surtout japonais et anglais. Donc, ces robots humanoïdes ont des traits caractéristiques des êtres humains, des traits psychologiques. C'est le cas par exemple de Ellie, qui a été développé en 2011 en Caroline du Nord et qui est un robot psychologue à qui on présente de vrais patients, elle les écoute, elle les questionne, elle leur répond et elle pose des diagnostics qui d'après les spécialistes sont très pointus et très fins. Et ce qui est intéressant, c'est que de nombreuses enquêtes ont été faites du côté des usages, c'est-à-dire des patients qui vont voir Ellie, et ils annoncent quasiment tous oublier au bout d'une vingtaine de minutes qu'ils parlent à un robot. Ils ont l'impression d'avoir une personne à distance, un petit peu comme notre interlocutrice qui est à Londres. Êtes-vous un être humain ou êtes-vous un robot? Voilà. Donc, je pense que c'est un être humain. Ils sont également capables de reproduire des émotions. Le robot Nexi a ses traits du visage, alors ça peut vous intéresser, les traits du visage qui sont censés reproduire des émotions typiques d'un visage humain, et il est utilisé dans les expériences en psychologie pour tester les réactions des enfants par rapport aux émotions des êtres humains. Il y a ici un biais que je n'arrive toujours pas à comprendre, pourquoi on ne met pas un vrai être humain en face des enfants, mais bon, visiblement avec Nexi c'est plus sympa, ou ça marche mieux. Donc, vous voyez qu'au-delà de l'aspect un peu, comment dire, qui pourrait paraître léger autour de Barbie, il y a un vrai questionnement pour moi qui est en train de se mettre en œuvre, que l'on pourrait dire de l'ordre d'une réflexion anthropologique sur le langage et sur le comportement de l'homme face à de nouveaux agents conversationnels, et puis également sur la manière dont on nous présente ces agents conversationnels sur le mode naturel, selon encore une fois la terminologie technique et technologique mise en avant. Ce que je voulais préciser avec cet aspect anthropomorphique des robots, c'est qu'il ne s'agit pas juste d'imiter le langage, mais aussi d'imiter les comportements et la psychologie de l'être humain, et que par effet rebond, les êtres humains eux-mêmes vont doter ces machines de caractéristiques psychologiques. Par exemple, Carpenter a fait aux États-Unis une étude en 2003 sur les soldats américains qui sont des soldats démineurs et qui utilisent des petits robots qui ressemblent à des sortes de boîtes à chaussures, sans chaussures, et avec des petites pattes, et que l'on envoie sur les champs de mines. Et puis quand ils arrivent sur une première mine, ils explosent à moitié, mais ils continuent à ramper sur les pattes qu'il leur reste, ils arrivent sur une autre mine. Et c'est très douloureux à voir pour ces soldats, d'autant que l'introduction d'un nom, souvent ils leur ont donné un petit nom, les incite à imaginer qu'ils ont une personnalité qui est propre, et que quand leur robot meurt, pour certains d'entre eux, ils manifestent des traits de dépression ou des signes de deuil, comme ils pourraient le faire avec des êtres humains, parce qu'ils se sont attachés avec ces petits robots, et puis ce sont des machines qui, pour certains d'entre eux, leur sauvent la vie en faisant quand même sauter les mines avant qu'eux-mêmes ne le fassent avec leurs propres jambes. Donc, j'espère avoir réussi, malgré la rapidité de mon débit, à exposer un petit peu ce cadre autour du questionnement de l'humanisation de l'artefact, pour pouvoir présenter le questionnement autour de la modélisation. L'idée, c'est d'essayer de trouver, avec quelques outils qui sont les miens, des outils d'analyse ou de repérage de la qualité de la relation, de ces interactions entre un artefact et un agent humain, dans ces conditions de bavardage, de grooming verbal, dirait Dunbar, c'est-à-dire où on peut converser avec une machine juste pour le plaisir de converser. Moi, il y a des tas d'objets qui me sont extrêmement utiles dans mon existence, ma voiture par exemple, mon ordinateur,
ma machine à café en période de correction de copie m'est aussi indispensable que l'oxygène que je respire. Pourtant, jamais je ne leur dis bonjour, je leur demande si elles vont bien le matin, malgré tout le bienfait et le fait qu'elles participent à mon bonheur quotidien. Et aujourd'hui, je ne trouve pas du tout anormal de parler parfois avec mon smartphone ou de trouver des gens qui le font. C'est ça qui à un moment donné, me pose question. Donc, comme ça me paraît presque aussi complexe que votre sujet de thèse, mais finalement je trouve que j'ai mieux choisi que vous, je me sortirai peut-être mieux. Voilà. Mais non, mais je pense qu'elle est bien. Je propose juste d'observer trois choses et trois axes de tension. Le premier, je l'appelle tension allocutive, parce que comme universitaire, il faut qu'on donne des noms, un peu des étiquettes. Hein. Et ça désigne tout simplement la manière dont le locuteur humain va venir se représenter son allocuteur. Hein. C'est, on peut le dire de manière très condensée, de cette manière-là. En gros, pour vous donner juste deux exemples, je peux, avec mon smartphone, si j'ai besoin de savoir quel est le programme télé ce soir, appuyer sur le cercle bleu de Cortana et lui dire « programme télé », et elle m'affichera le programme télé de ce soir. Mais je peux aussi, comme dans la pub de Siri, lui dire, je cite, « Siri, peux-tu me dire ce qu'il y a à la télévision ce soir, s'il te plaît, mon amour, mon cœur, pourquoi pas ?» Bon, il s'arrête à la télé. C'est-à-dire que la manière dont on considère l'interlocuteur va engendrer de la part de lui-même, enfin l'interlocuteur un artefact, va engendrer de la part de l'être humain des comportements, notamment langagiers, qui seront différents. C'est-à-dire que, je dis tension allocutive, mais elle suppose aussi une sorte d'allocentration, c'est-à-dire qu'il faut se représenter la manière dont l'artefact pense pour pouvoir s'adresser à lui. Si je considère que c'est un artefact qui pense de manière très réduite, je vais utiliser des termes clés pour voilà, ouvrir, allumer, lumière, etc. Pardon ? L'empathie. C'est de l'empathie, sans confusion, mais un peu de l'empathie, oui. Donc, l'idée, c'est de ce premier axe, il est là. Alors, il s'étend de l'adresse mécatronique, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais de mécanique et électronique, c'est le terme consacré, en gros une adresse technique, jusqu'à une adresse qui mobiliserait des formes de reconnaissance d'une quasi-humanité de la part de l'artefact. Est-ce que je suis à combien une demi-heure, un peu plus d'une demi-heure. Ça va, bon, je ne suis pas trop en retard. Néanmoins, j'avais prévu de parler un petit peu... bon, si je vais quand même le dire. Dans cette tension allocutive, le discours, comme on l'a vu tout à l'heure pour Barbie, l'artefact lui-même va venir suggérer une réponse de la part de lui-même. On peut le voir un peu dans un principe des affordances, mais au sens ergonomique du terme, pas au sens vraiment cognitif de Geber. En gros, l'objet va venir suggérer son usage de manière explicite ou implicite ou cachée. Mais voilà, il y a quand même une forme de dialogue dans les représentations entre les deux. Le deuxième axe que je... Effet de flèche glissante, on y est, c'est bon. Le deuxième axe, c'est celui de la tension interactionnelle, c'est-à-dire le type d'interaction que mettent en place les deux parties de l'échange. La manière la plus frustre, c'est ce que l'on appelle la requête, c'est ce système d'action-réaction. On va avoir une commande et puis une action de la part de l'artefact. Un homme rentre dans une pièce, dans un environnement domotique, allume les lumières, la lumière s'allume, bravo. L'inverse, mon GPS me parle, il me dit tourne à gauche, je tourne à gauche, je ne cherche pas à comprendre. On est dans la forme la plus frustre et la plus technique, et la plus simple, mais qui est néanmoins complexe du point de vue de la programmation. Au milieu, on a les systèmes que les programmateurs appellent des systèmes de dialogue, mais j'évite le terme parce qu'il y a un sens différent évidemment chez nous. C'est un langage avec ajustement, c'est en gros un ensemble de requêtes, mais qui ont pour caractéristique d'avoir une finalité extérieure. On va essayer d'atteindre un but. Là, c'est le système alpin de Jean Calin qui présente, qui est assez perfectionné. Et donc, le demandeur est un être humain, et un humain, c'est difficile de parler comme ça, un humain, et le répondeur est un artefact. Il demande un roman, l'artefact répond que dans sa base de données, il n'y a que des nouvelles. Alors, une nouvelle, mais en français, contemporaine, oui, facile à lire, et à la fin, il a la nouvelle qu'il veut.
Et donc on a un second type, c'est là que je remonte, voilà, on va avoir une coélaboration pratique avec un but fixé. Et le troisième type d'interaction, celui auquel participe, ou en tout cas propose Hello Barbie, c'est celui de la conversation, c'est-à-dire celui d'un échange où il y a, très complexe, où il y a des données linguistiques, mais aussi des données sociales, des données psychologiques, où la finalité, selon Charaudot et Menguenot, est une finalité interne, où on va travailler la relation, et quelle relation on peut travailler avec un objet, ça c'est quand même des questions qui sont, me semble-t-il, intéressantes, et qui supposent donc qu'il y ait, entre ce que l'on appelle l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine, à un moment donné, un point de rencontre, un point d'interaction, un point d'achoppement. Donc le premier axe, il s'agit de voir comment l'être humain considère ce qu'il a en face de lui. Le second axe, c'est de voir un petit peu comment les deux parties élaborent un type d'interaction. Et le troisième point, c'est celui de la tension énonciative. Alors, vous connaissez peut-être, je pense qu'un exemple va bien, je vous mets juste une partie du film de Spike Jonze, R. Monsieur Theodore Tombly, bienvenue sur le premier système d'exploitation intelligent. Nous aimerions vous poser quelques questions. Allez-y. Êtes-vous sociable ou solitaire? Ça fait un moment que j'ai pas été sociable. Comment décririez-vous votre relation avec votre mère? Merci. Patientez pendant l'initialisation de votre système d'exploitation. Voilà, je suis là. Salut. Bonjour, je m'appelle Samantha. Voilà, super. Voilà. Donc, c'est là que je me suis rendu compte dans le train que il manquait un bout à mon... Enfin, c'est pas grave, je vais le faire sans. Non, il est là, voilà. Donc, cette séquence, elle est assez intéressante. Alors, bien entendu, on est dans de la fiction, mais dans de la fiction qu'on pourrait imaginer finalement très proche. Et ce que je trouve intéressant, c'est la réaction, justement, de l'acteur, dont j'oublie le nom, qui... Voilà, on voit qu'il y a des fans dans la salle, c'est un test que je fais systématiquement, mais voilà. Moi, je ne l'aime pas beaucoup pour des raisons physiques de concurrence, c'est évident. C'est pour ça que je ne laisse jamais cette diapo longtemps. Mais... ce que je trouve intéressant, c'est sa réaction, où il a un temps d'arrêt, et la première chose qu'il dit, c'est « bonjour ». Il lui dit « bonjour ». Alors, « hi » en anglais, et derrière, la réponse est « je m'appelle Samantha ». J'imagine que on aurait supposé ça il y a encore quelques décennies, ça nous aurait semblé parfaitement surréaliste, et quand j'ai vu le film la première fois, ça m'a semblé ça me semblait tout à fait normal. Donc il y a quelque chose qui s'est passé ici et qui me pose question. Donc dans cette tension énonciative, évidemment, elle est double. Il y a la manière dont la machine et la manière dont l'humain s'énonce. Ici, on a un objet qui a un sexe, qui a un genre, qui a une personnalité. Le héros lui dira à un moment donné « j'aime ta façon de voir le monde ». Bon, très bien. Elle a un prénom, Samantha, voilà. Et donc elle a aussi un mode d'énonciation. Ça pourrait être le mode premier d'énonciation de ces machines, c'est quelque chose qui est lié au codage informatique, au langage de programmation, qui est, si on va vraiment jusqu'au noyau, une succession de 0 et de 1, jusqu'à ces formes que prend Samantha, mais que prend aussi Hello Barbie ou Siri, des formes de langage dit naturel et qui ressemblent à celui des êtres humains, c'est-à-dire que voilà, les machines vont parler comme des êtres humains, et d'un autre côté, on a des humains qui, bien entendu, parlent, manifestent leur langage humain, mais en même temps ont un discours qui tend à parler aussi comme des machines. Alors, ce n'est pas spécifique à ce contexte-là, mais on pourrait le relier à ce que Marianne Pavot appelle les formes technolangagières, depuis les hashtags que l'on met dans des tweets, ou aux requêtes d'activation. Hey Siri, par exemple, pour le mettre en activité. J'avais averti sur l'accent anglais, donc je peux me lancer dans la partie la plus risquée peut-être de cet exposé. J'ai moi que j'ai fait, mais qui fait redondance, mais qui vous permet de voilà, montrer que il y a d'un côté une sphère plutôt technologique, et de l'autre côté une sphère, entre guillemets, naturelle. Bien que le personnage soit naturel, cela va de soi. Je vous propose, parce que je veux quand même vous montrer du corpus, d'écouter un premier exemple d'utilisation de Hello Barbie. L'utilisateur, l'agent lui-même, est un homme.
qui doit avoir, à vue de nez, une trentaine d'années, mais qui est très excité par l'utilisation de la machine. Mais je vous mets qu'un extrait. Voilà. Say hello. Say hello. Well, you are a fashion genius, mon ami. Your collection will be très chic. Mwah! Now tell me, which season would you like to design for the most? Spring, summer, fall, or winter? Winter. Pardon? I didn't hear you. Can you say that again? Winter. Très bien. Winter wins. Tell me, what excites you about winter? The fashion. Ah, je comprends. It will be beautiful. And now we talk business. So, what color will you choose for the looks in your collection? Jackets, coats, leggings. Oh, pardon, mon ami. Can you please say that again? As you can see, sometimes she doesn't understand you. Donc elle est Faut française, maman. Non, elle parle en anglais, mais quand il est question de mode, on parle français. Je n'ai pas vérifié si quand on parle de pizza, elle parle en italien, ou que sais-je encore. Voilà. Je vous mets tout de suite le second extrait, comme ça vous aurez vite compris pourquoi au bout d'un moment on se met à détester la voix de Barbie. Hey, I've got a quick question for you. I just saw a movie and there was a unicorn, but it also had wings. So, is a unicorn with wings still a unicorn, or is it something else? I think it's called something else. Well, whatever you call them, I think they're pretty amazing. You know what I want to talk about? Family. Do you have any sisters? No, I don't have any sisters. That's okay. Families come in all shapes and sizes, don't they? Yes, they sure do. Uh-huh. And that's the fun thing about families. Everyone's family is different and special to them. Hey, we could talk about school. Je vous fais passer le... Voilà. Hein. Donc si vous avez des enfants que vous n'aimez pas autour de vous, vous pouvez toujours leur offrir Hello Barbie. Ça les calmera. Donc vu... Voilà, donc alors c'est le début de Hello Barbie, donc le modèle est encore un peu frustre, vous l'avez vu, mais si j'essaie d'appliquer cette modélisation du côté de la tension allocutive, alors je vais peut-être mettre, voilà, mais je ne sais pas si vous allez bien voir, mais comme ça j'aurai les extraits sous les yeux. Il est évident que la dimension artificielle de l'interlocuteur saute aux yeux. Déjà, il n'est pas évident de tenir son interlocuteur dans la main, donc là on imagine qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'artifice. Le plastique de Barbie, malgré les progrès de la chirurgie esthétique, ne la rapproche pas quand même de certains visages humains. Bref, l'artefact est bien évidemment la dimension artificielle très présente et non dissimulée, d'autant, et même au niveau de l'échange, pour donner qu'un exemple, le fait que le système de tour de parole s'opère en appuyant sur le bouton de la ceinture de la poupée. Néanmoins, même s'il y a ce côté extrêmement artificiel, il y a tout un ensemble de traits qui viennent nous conduire à lui parler comme si elle était presque un être humain. Déjà, le discours promotionnel du premier corpus, je vous ai juste mis le bandeau principal lorsque l'on arrive sur la page d'accueil, c'est l'image principale que l'on a, et l'on voit qu'il y a bien cette relation en face à face avec la poupée, qu'il y a la proposition de rencontrer Hello Barbie, que les thèmes qui sont abordés à travers ces bulles, ce sont ceux que l'on a dans une conversation plutôt amicale ou avec des amis, mais en tout cas qui touchent à la vie personnelle. Et puis, alors, entre cet artifice et cette simulation, il y a le comportement des utilisateurs. Et par exemple, le premier commence, dans son premier test, on est au début du test, la première chose qu'il demande à Barbie, c'est de se comporter comme un être humain, c'est-à-dire de lui dire bonjour. Dis bonjour, dis bonjour. Et finalement, Barbie est honnête et prouve qu'elle n'est finalement qu'un bout de plastique, parce qu'elle ne lui dira pas bonjour. Ou alors elle est très impolie, ce qui peut aussi être un trait caractéristique des êtres humains. Mais en tout cas, voilà, on voit que l'interlocuteur ici s'attend, va revenir à se comporter comme on le ferait avec un être humain un peu diminué, hein, ce serait un enfant, ou on apprendrait un tour à un chien, que sais-je encore, voilà, en tout cas, il faut être poli.
elle ne l'est pas. Dans l'extrait 2, l'utilisatrice, qui est donc, j'avais oublié de vous le dire, mais à la voix vous l'avez entendu, qui est une dame qui doit avoir entre 40 et une quarantaine d'années, on va dire, ne trouve pas du tout surprenant qu'on lui pose qu'un objet lui pose des questions sur sa famille, si elle a des sœurs, et l'utilisatrice lui fait part même de considérations un peu métapsychologiques ou métalinguistiques. En H2, I think it's called something else. Je l'ai préparé, donc là vous l'avez. Hein. Je pense que ça s'appelle quelque chose. Comme si Barbie, à un moment donné, était capable de saisir un commentaire d'ordre métalinguistique, etc. Donc elle lui parle, voilà, comme elle le ferait à un alter ego humain. Donc, cette tension allocutive, je donne juste pour essayer de finir, hein, mais elle s'avère être complexe, elle fait confondre à la fois artifice et naturel, et d'ailleurs, le premier extrait en montre très bien, il commence par une sorte de tension vers l'humanité de la machine, où on demande de dire hello, et à la fin, désespéré par les répétitions d'une Barbie qui a beau l'appeler mon ami, mais ne parvient pas quand même à comprendre ce que lui dit son interlocuteur, finit par se retourner à s'adresser aux gens qui vont regarder sa vidéo, qui sont probablement des êtres humains, et d'ailleurs on voit d'ailleurs que la qualité du tour de parole n'est pas le même, il est beaucoup plus long, il est désespéré, comme vous voyez, il ne comprend pas grand-chose. La preuve à Barbie, nous dit-il. Le deuxième axe, voilà, celui de la tension interactionnelle. Quand on regarde les contenus thématiques, il est question des talents et des goûts du premier jeune homme en matière de mode. Le second est apprécié et orienté vers une appréciation métalinguistique. Est-ce qu'on appelle une licorne qui a des ailes une licorne, ou est-ce qu'on l'appelle autrement? Solution Pégase d'après mon entourage. Mais en tout cas, c'est une discussion qu'on peut trouver surprenante quand même. Et puis on lui pose des questions sur sa famille. Je rappelle donc ce que j'ai dit tout à l'heure. Barbie enregistre tout ce que l'on dit pendant 3 ans. Hello Barbie, et l'envoie à la société, voilà, pour des motifs d'amélioration de l'interface. Donc, évidemment. Donc, sur le contenu, on pourrait croire qu'on a affaire à une relation amicale, comme je pourrais demander à Eugénie des nouvelles de son Giovanni Paolo, dont je n'ai pas beaucoup d'ailleurs en ce moment, et il faudrait qu'il m'envoie des pages à lire, soit dit en passant. Mais quand on regarde la forme, bien évidemment, vous l'avez remarqué, on est dans un système très frustre de questions-réponses, où Barbie pose une question et l'agent humain répond de manière très précise. Et pour éviter quand même que ça paraisse un peu trop sec comme échange, on va rajouter de temps en temps un constat de la part de Barbie avant la question, ou une pseudo-évaluation de la réponse. Pseudo-évaluation qui n'a aucun sens. Quand on répond « je n'ai pas de sœur », c'est ok, ou alors « etc. Donc on a ici, sous cette présentation, vraiment un système qui est très frustre et qui est celui de la requête, et qui d'ailleurs, quelle que soit la réponse de l'agent humain, apporte des réponses et des réactions de la part de Barbie qui ne sont absolument pas fondées sémantiquement, et on pourrait mettre ou that's ok dans un sens ou dans l'autre, ça marcherait aussi. La seule exception, ils n'ont pas de chance, c'est lorsque, dans le premier extrait, l'agent humain est invité à choisir parmi 4 termes, donc c'est un système de reconnaissance vocale assez basique, Spring, Summer, Fall ou Winter, il dit Winter, elle n'entend pas, et elle répond Winter, et finalement elle le comprend, mais pour ne rien en faire de plus. Donc on a, du point de vue de l'interaction, on est un peu loin alors dans la vidéo de promotion, les petites filles l'attendaient, d'avoir ces discussions et pouvoir avoir Barbie pour confidente. Elle risque d'être un petit peu déçue, de mon point de vue. Et voilà. Et du côté de l'attention énonciative, on va trouver du côté de la machine des formes humanisées. Elle insiste sur l'expression de la qualité relationnelle. Mon ami, appelle-t-elle le jeune homme, ou interactionnel, tu sais de quoi j'ai envie de parler, si elle se posait vraiment la question. Elle a des pratiques de loisirs spécifiques aux êtres humains. Je viens juste de voir un film avec des licornes.
Imaginez des Barbies qui vont au cinéma avec des petits sièges, c'est rigolo. Elles s'approprient des qualités humaines par modélisation, elle a des appréciations esthétiques, it's beautiful, elle a des goûts, je pense qu'ils sont vraiment super, etc. Et puis elle a aussi des modes d'énonciation qu'on pourrait trouver spécifiquement humaines, hein. Elle a des onomatopées, des interjections, oh, pardon mon ami, elle répète dans beaucoup d'extraits, oh, pardon mon ami, ça devient extrêmement agressif au bout d'un moment. Elle a des formes exclamatives, that's okay, et elle a des formes relâchées, plus courantes à l'oral, wanna pour want to, d'après Arnaud Richard, dont l'oreille anglophone est beaucoup plus affinée que la mienne, et je lui fais confiance. Dans les stratégies de régulation de sens, les échecs ne sont pas sanctionnés par un error, comme les premiers ordinateurs que nous avions, mais on a des « Pardon, I didn't hear you, peux-tu le redire encore? Oh pardon mon ami, peux-tu encore redire ça ?» Voilà, ce qui signifie tout simplement le programme n'a pas été capable de comprendre ce que tu dis. Donc on a une machine qui met un petit peu en scène, des formes humanisées de discours, et de l'autre côté on a un humain qui lui pour le coup se met à parler vraiment presque comme une machine, en tout cas se met au niveau de la machine. On a vu le nombre de tours qui sont, on a deux stratégies ici qui sont qui sont évidentes. La première, c'est celle du premier interlocuteur qui essaie de réduire au maximum son discours pour ne pas surcharger les capacités de la pauvre Barbie. Il répond par un mot, quand elle ne comprend pas, il prend le même mot, mais il le répète un peu plus fort, c'est ce qu'indiquent les capitales en H5. Il reste sur des substantifs et vraiment en évitant tout un ensemble de déploiements discursifs autour, et en jouant uniquement sur le son de la voix. Et la seconde, qui semble développer un peu plus son discours, elle a une autre stratégie, c'est que, il est là, c'est qu'en fait elle reprend systématiquement des bouts de ce que vient de dire Barbie, comme s'il y avait des mots-clés qu'elle comprenait et que ça n'allait pas aller plus loin. Hein. Something else, dans la réponse, dans la question de Barbie, il y a quelque chose d'autre, elle reprend quelque chose d'autre. Do you have any sisters? No, I don't have any sisters. On a l'impression d'avoir un exercice d'apprentissage de old school, où on réemploie la structure. Vous voyez, la prof c'est Barbie ici. Hein. Donc chacun va utiliser une stratégie pour essayer de se mettre au niveau de la compréhension de l'artefact. Alors, il ne me reste plus beaucoup de temps, j'ai dit un dixième de ce que je voulais dire, donc il est temps que je conclue. Évidemment, alors, en guise d'ouverture, vraiment, hein, c'est peut-être là qu'une discussion peut arriver. Au-delà de ces tensions énonciatives, allocutives et interactionnelles, il me semble qu'il y a des tensions subjectives qui sont au travail dans ces interactions. Et qu'on a des figures duelles et des figures hybrides, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça, mais il doit y avoir... Pourquoi? Alors, attendez. Voilà, j'avais fait un effet d'apparition mais j'ai pas dû mettre le chrono. Donc, voilà, en direct. On a donc des figures qui apparaissent. D'un côté, une machine. Alors, la machine, j'ai pris l'exemple du robot classique ordinaire et sa forme humanoïde quand il tend vers l'humanité. Et puis de l'autre côté, un être humain, j'ai pris une être humaine, si j'ose dire, et des figures que l'on retrouve aujourd'hui, qui sont mêlées à de la technologie et qui semblent aussi, en tout cas en partie, se mécaniser. On parle beaucoup de réflexions autour des post-humains et des humanités augmentées, et un étudiant m'a fait remarquer l'autre jour que nous étions en fait tous un petit peu déjà dans ce cadre-là. Il suffit qu'on ait des plombages dans la bouche, qu'on ait à un moment donné une petite agrafe à l'intérieur sur l'estomac, et qu'on était déjà, en fin de compte, qu'on n'était pas dans une grosse rupture, mais qu'il y avait des paliers en tout cas qui étaient passés. Les flèches sont croisées ici parce qu'il arrive un moment où justement ces figures elles se questionnent l'une l'autre, où l'on ne peut pas considérer qu'il y a d'un côté des inanimés et qu'il y a de l'autre côté des êtres humains qui se parlent, mais il y a à un moment donné un croisement des figures. En tout cas, si les technologies vont croissantes, on pourra à un moment donné trouver un point de capiton un petit peu dans ces polarités. Je ne résiste pas, là vraiment, c'est les deux phrases pour conclure, de citer Jean-Marie Truon. Alors lui, il n'aime pas du tout la technologie, mais bon, ça permet de faire le lien. Les ordinateurs étaient à l'origine des machines très grossières et distantes, dans des pièces climatisées où travaillaient des techniciens en blouse blanche. Ils sont ensuite arrivés sur nos bureaux, puis sous nos bras, et maintenant dans nos poches. Bientôt,
ils n'hésiteront pas à les mettre dans notre corps, ou nous n'hésiterons pas, pardon, c'est pas pareil, à les mettre dans notre corps ou dans notre cerveau. Et encore une fois, j'ai plus qu'une phrase à vous dire, mais je dois vous avouer, je l'ai relu ce matin dans le train, je ne suis pas capable de la comprendre, ce que j'ai écrit. Donc je vais quand même vous la lire, parce qu'au moment où je l'ai écrit, j'étais très content de moi. Je vous en fais lecture, mais ne m'interrogez pas là-dessus. Dans leur forme d'altérité, et ça faisait, vous savez, des fois le soir, voilà, au moment de se coucher, ah c'est génial, je vais noter ça, et puis bon, des fois il vaut mieux se coucher ou regarder le téléfilm. Dans leur forme d'altérité égale dans le dialogue, et alors même que nous nous apprêtons à en faire des parts de nous-mêmes, voici que nous les élevons, ces artefacts, au rang d'autres nous-mêmes. Mais le pire reste à venir. Dans le monde des artefacts humains, il n'y a guère que les idoles à avoir connu un destin comparable.